La première dame donne à Kaïdi le coup d'envoi de la deuxième phase du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel pour les 4 prochaines années. Assemblée nationale entend la réponse du ministre de l'Environnement et du Développement durable suite à une question orale sur la réalité de l'environnement dans le pays. Et le ministre de la Culture s'informe à Kaïdi sur le fonctionnement de certains services régionaux relevant de son département. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. C'est donc parti pour la deuxième phase du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, projet dénommé Suède. La première dame, Dr Mariam Vadelda, en a donné le coup d'envoi ce matin à partir de la ville de Kaïdi, qui bénéficie à l'instar des wilayas des deux Hauts, la Saba, le Guidimacha et le Brakna, des interventions de ce projet. Cette deuxième phase, qui s'étend sur 4 ans, est financée à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale. Aminata Khan revient sur les temps forts du lancement de ce projet. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de la première dame, Dr Mariam Vadelda. Cet événement, organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, est placé sous le slogan « Ensemble plus fort ». Il vise à favoriser l'autonomisation économique des femmes et des filles et la promotion de l'éducation des filles pour leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel et leurs aspirations. À cette occasion, la première dame, Dr Mariam Vadel, a visité les pavillons qui présentent les composantes du projet où elle a reçu d'amples explications sur les actions que va mener chaque secteur avant de voir des exemples de production féminine. La cérémonie a en outre été marquée par la distinction de 12 filles issues des wilayas des deux Hauts, de l'Assaba, du Gorgol, du Brakna, ayant bénéficié des interventions du projet et qui ont excellé au baccalauréat et au brevet. L'occasion pour la première dame, Dr Mariam Vadelda, de prononcer un discours au cours duquel elle a indiqué, je cite, « Nous réussirons avec l'aide d'Allah à promouvoir un développement durable dans lequel les femmes joueront pleinement leur rôle. » C'est ce qu'elle a affirmé et déclaré être certaine que notre pays réussira dans sa quête pour soutenir un développement durable dans lequel toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe seront éliminées. Dr Mariam Vadelda a remercié les habitants de la wilaya du Gorgol et les autorités administratives de la wilaya pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, ainsi qu'à l'honorable assistance, en particulier les partenaires au développement qui, malgré leurs occupations et la situation sanitaire actuelle, ont tenu à faire le déplacement pour participer aux activités de lancement de la seconde phase du projet. Cette présence massive et diversifiée dénote, poursuit-elle, du consensus autour de ce projet et suscite une satisfaction et un optimisme quant à l'atteinte de ses objectifs. Cet optimisme, dira-t-elle, est renforcé par le lancement de la seconde phase du projet dans la wilaya du Gorgol qui a longtemps été le berceau des femmes pionnières qui ont porté haut le flambeau de la promotion de la femme mauritanienne. Afin de permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle en tant que véritables actrices du développement, les pays du Sahel, avec l'appui de leurs partenaires au développement, ont lancé un projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique dans la région du Sahel. Notre région, le Sahel, connaît une forte croissance démographique qui, nous le savons tous, engendre de multiples défis. Des mariages d'enfants et des grossesses précoces et fréquentes, des abandons scolaires prématurés, des risques accrus de problèmes de santé, des perspectives limitées de revenus à l'âge adulte, etc. Or, le développement économique durable ne peut se concevoir sans l'autonomisation des femmes. Or, l'inclusion des filles et des femmes est un facteur déterminant des progrès de nos pays. C'est face à cette situation que 6 chefs d'État des pays du Sahel lancèrent en 2014 un appel pour une initiative régionale de grande ampleur en vue d'accélérer la transition démographique. La première phase du projet Suède fut donc lancée en 2015 avec l'appui de nos partenaires au développement,
de la Banque mondiale en particulier. Le président du conseil régional s'est exprimé. Nous venons aujourd'hui, Madame la Première Dame, avec le projet Suite 2, poser une base solide du programme Aoulouyati que met en œuvre avec brio le gouvernement de Monsieur le Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Pour la première fois, les régions ont été dotées de budgets autonomes leur permettant ainsi de commencer le travail qui est le leur. Lui succédant, le maire de la ville de Kéhédi s'est exprimé. En acceptant de venir à Kéhédi pour présider ce lancement, vous témoignez toute l'importance que vous accordez aux droits des femmes et des filles pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pour le développement économique de notre chère Mauritanie. Soyez-en remerciés avec la plus grande affection du Gorgol. Nos partenaires au développement ont également indiqué en substance. À l'instar de la remise solennelle de cartes d'assurance maladie universelle à 100 000 ménages pauvres il y a quelques jours, le projet SWED s'inscrit parfaitement dans l'opérationnalisation des engagements du président de la République et de son gouvernement pour un État fort, moderne, au service des citoyennes et des citoyens. Je voudrais également saluer votre participation, Madame la Première Dame, au panel de haut niveau des Premières Dames des pays du Sahel sur l'élimination des fistules obstétricales, tenu le 23 mars 2021. Parmi les axes prioritaires de cette présente phase figurent la communication pour le changement comportemental et social, la réduction de la déperdition scolaire chez les filles, un meilleur accès à la santé reproductive et l'intégration des femmes et des jeunes filles dans une vie économique active. À son arrivée à Kéhédi ce matin à l'aéroport, la première dame, Dr Mariam Vadelda, a été saluée par le wali du Gorgol, Ahmed Nassidbe, et les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et de la santé, ainsi que les walis et présidents de conseils régionaux du Hod El Gharbi, de la Saba, du Prakna et du Guidimara. Était également présent à l'accueil le commandant de la 7e région militaire, les élus du Gorgol et des responsables des services régionaux. Et pour plus d'informations sur le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, nous recevons en duplex depuis Kéhédi son coordinateur national, Mohamed Souleymane Hiballah. Bonsoir Monsieur Mohamed. Pouvez-vous nous énumérer quelques réalisations phares du projet SWED durant les 4 années écoulées au niveau des wilayas et des bénéficiaires, en termes d'éducation bien sûr? Démographique SWED est un projet régional qui avait été créé depuis 5 ans par 6 pays du Sahel dans notre pays pour faire face à la démographie au niveau de ces pays. L'objectif de ce projet est d'accélérer la transition démographique en vue de la capture du dividende démographique dans les pays du Sahel. En Mauritanie, le projet avait été créé en 2015 pour une première phase de 4 ans, prolongée d'une année supplémentaire. Au cours de cette première phase, le projet intervenait dans 4 régions, le Hod Sharqi, le Hod El-Gharbi, la Saba et le Guidimara. Le projet SWED est structuré autour de 3 composantes principales. La première composante se rapporte à l'amélioration de la demande en produits de santé reproductive
maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et cérébrale. La deuxième composante se rapporte à l'amélioration de l'offre en ces produits, alors que la troisième composante se rapporte à tout ce qui est plaidoyer et engagement politique en faveur du dividende démographique dans notre pays. La mise en œuvre de ce projet pendant sa première phase avait donné des résultats importants, dont on peut citer, au niveau de la première composante, une importante campagne de sensibilisation pour un changement comportemental et social qui a touché près de 300 000 cibles au niveau des 4 régions d'intervention du projet. Au niveau aussi, dans le cadre de la même composante, et dans le domaine des interventions scolaires, on peut dire qu'il faut noter que le projet avait doté 2456 filles de bourses scolaires au niveau de ces 4 régions. Le projet a conçu, élaboré et distribué 5000 manuels scolaires au profit des adolescentes cibles du projet dans ces 4 régions. Le projet avait acquis 12 bus destinés à aider les filles dans le cadre du transport à l'école dans ces 4 régions. Et plus de 5000 filles ont bénéficié aussi de cours de soutien organisés, conçus, mis en œuvre et financés par le projet au niveau de ces 4 régions. Au niveau de la deuxième composante, qui se rapporte à la santé, le projet avait aidé au renforcement des capacités du personnel de santé de reproduction dans notre pays à travers la formation de 150 agents de santé, à travers aussi le renforcement, un appui important des 5 écoles de santé de notre pays, qui leur avait permis d'être dotés d'équipements techniques et pédagogiques pouvant les aider à mener à bien les activités de formation qui leur sont confiées dans ce domaine. Au niveau de cette même composante, en matière d'autonomisation économique des femmes, le projet a organisé une formation qualifiante ayant bénéficié à plus de 2000 filles et femmes dans ces 4 régions. Le projet aussi a conçu, mis en œuvre et financé 120 micro-projets au profit des femmes au niveau des 4 régions d'intervention du projet. Quant au niveau de sa troisième composante, qui se rapporte à l'engagement politique et du plaidoyer en faveur du dividende démographique, le projet a mis en place, a élaboré et fait valider une politique nationale de population, en plus d'un appui important au niveau de l'administration publique responsable de la conception des politiques générales du pays dans le but d'insérer la dimension dividende démographique dans toutes les politiques de développement du pays, et en particulier au niveau de la SCAP. Alors, Monsieur Mohamed, grosso modo, les principales réalisations. Voilà, vous nous avez parlé en termes d'éducation des filles et de santé et d'emploi qui sous-tendent entre autres les activités du projet. Maintenant, parlez-nous des objectifs que vous vous êtes fixés d'atteindre durant les 4 prochaines années. Pour les 4 prochaines années, il faut noter que la deuxième phase du projet est financée à 4 fois plus la première phase, soit
pour 60 millions de dollars, ce qui nous permettra donc non seulement d'intensifier les activités du projet au niveau des 4 régions constituant la zone de son intervention au niveau de sa première phase, mais aussi une extension géographique des interventions du projet pour toucher maintenant 2 nouvelles régions qui sont le Gorgol et le Brakna. Dans les détails et en chiffres, le projet compte au niveau de sa campagne de sensibilisation pour le changement comportemental et social touché dans sa deuxième phase environ 600 000 cibles. Au niveau maintenant des interventions scolaires, le projet compte toucher 145 000 cibles au niveau des 6 régions d'intervention du projet dans sa deuxième phase. Les interventions scolaires se rapportent aux bourses des élèves, cours de soutien, au transport des filles à l'école, à la conception et l'attribution des manuels scolaires. Au niveau de la composante santé de reproduction, le projet compte intensifier ses interventions en termes de renforcement des capacités des écoles de santé publique, en termes d'appui au ministère de la Santé dans le cadre de la formation des agents de santé pour en former au niveau de la deuxième phase 500. Le projet compte généraliser la distribution au dernier kilomètre des produits de santé de production jusqu'au dernier kilomètre au niveau des 6 régions d'intervention du projet. En termes maintenant d'insertion économique des filles, le projet compte au cours de sa deuxième phase autonomiser 35 000 filles et femmes à travers la conception, la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus au niveau des 6 régions. Et au niveau maintenant de la dernière phase, le projet compte poursuivre ses activités d'appui aux administrations publiques pour les aider davantage à mieux prendre la dimension du dividende démographique dans tout ce qui s'est fait au niveau de la conception et la mise en œuvre des politiques nationales de développement. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Souleymane Hiballa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes vos informations. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du projet SWED. Et c'est encore dans la ville de Kaïdi que Mokhtar Dahi, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a effectué une visite d'information au niveau des services régionaux relevant de son département. Le point avec Bokar Baylaba. Première étape, les délégations régionales de la culture, de la jeunesse et des sports. Sur place, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Dahi, a été édifié sur cette structure scindée en services régionaux et une inspection départementale au niveau de Moukata. Les délégations régionales de la Culture, de la Jeunesse et des Sports coordonnent leurs activités avec le secrétaire général par l'entremise du directeur de la coordination des délégations régionales et des ressources humaines. Deuxième étape, la maison de la jeunesse. Là aussi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, s'est informé du fonctionnement de cette structure qui accueille des activités culturelles, artistiques, ainsi que des rencontres de nature à animer l'espace culturel dans la ville. Troisième étape, la station régionale de Radio Mauritanie. Comme son nom l'indique, la station a vocation de diffuser des informations de proximité et de produire des émissions touchant le vécu quotidien des populations locales. Quatrième étape, le bureau régional de la chaîne de télévision Al-Mauritania. Là aussi, le ministre s'est informé de la nature et de la forme des prestations et services fournis par cette station. Ainsi, il a été édifié par le directeur de ce bureau sur l'importance de cette station régionale dont la vocation est d'accorder un intérêt particulier
aux préoccupations des populations d'Igorgol et leurs aspirations en matière de développement dans tous les aspects de la vie. Au terme de cette série de visites, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould-Dahi, a souligné le lien étroit entre les 4 volets couverts par le secteur culture, jeunesse, sport et médias. Justement, il a appelé les institutions médiatiques publiques à être une plateforme pour éclairer les citoyens et faire la lumière sur divers aspects du développement local et valoriser les créations et activités culturelles. Mokhtar Ould-Dahi a indiqué que le ministère est prêt à œuvrer pour surmonter tous les obstacles qui pourraient être observés afin de développer et d'encourager tout mouvement culturel ou sportif et pour que les médias jouent leur rôle d'information et de vulgarisation pour accompagner les grandes transformations en cours. Ici à Nouakchott, l'Assemblée nationale a consacré ce lundi une séance plénière à la réponse de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekay, à une question orale que le député Sid Ahmed Mohamed El Hassan lui a adressée. Cette question porte sur la réalité du secteur de l'environnement dans le pays et les mesures prises pour protéger et préserver notre environnement à la lumière des facteurs croissants qui l'affectent. El Haj Abdelahidine pour le compte-rendu. La séance plénière de l'Assemblée nationale a été consacrée aux réponses de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, à une question orale adressée par les députés M. Sid Mohamed Ould Mohamed El Hassan. La question a porté sur la réalité du département de l'environnement ainsi que sur les politiques suivies et les mesures prises pour protéger l'environnement contre les risques encourus. Les députés ont soulevé également la question des activités extractives et industrielles menées par certaines sociétés et qui pourraient avoir des effets néfastes sur l'environnement. Les députés ont demandé à la ministre d'expliquer les mesures prises en ce sens, notamment la législation, les mécanismes de contrôle et de surveillance tendant à obliger les acteurs du secteur à respecter scrupuleusement les règles et les mesures de protection de l'environnement. En réponse aux questions, Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a rappelé que la responsabilité essentielle de son département consiste à sensibiliser les différents secteurs ministériels concernés sur les questions environnementales et écologiques. La protection de l'environnement, indique Mariam Bekay, nécessite une coordination sectorielle entre les départements ministériels, ce qui devrait aboutir à la réussite des politiques gouvernementales dans ce domaine. Madame la ministre a souligné que les projets et les activités de développement sont nécessaires pour l'évolution du pays et qu'ils doivent prendre en compte la dimension environnementale. La ministre a précisé que son département dispose des outils juridiques et réglementaires spécifiques à l'évaluation des impacts des projets sur l'environnement. Ces outils sont le Code de l'environnement et le décret relatif à l'étude des impacts sur l'environnement. Ceux-ci permettent également d'évaluer les effets des projets sur la biodiversité et sur les systèmes écologiques dans son ensemble. La ministre a ajouté que le département effectue des enquêtes annuelles pour faire le point sur la situation écologique. Depuis, le département diligente des missions de contrôle et effectue des visites de terrain. Ces missions et visites, conclut Madame la ministre, ont permis de recenser le nombre des usines industrielles, qui sont au nombre de 150, et de s'enquérir sur la conformité de celles-ci avec les règles juridiques en vigueur. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération du tourisme au grand complet, au siège de l'Union du patronat mauritanien. Le président de ce bureau, Mohamed Cherif Abdallahi, et ses collaborateurs ont eu aujourd'hui une entrevue avec le président du UNPM, Mohamed Zeyn Abedine, centrée sur les domaines d'intervention de la Fédération et le rôle qui en était attendu au service du développement économique et social. Le président de l'UNPM a indiqué que la rencontre a permis d'aborder les problèmes posés pour le secteur du tourisme et les moyens permettant de les résoudre. Le secteur du tourisme a d'ailleurs particulièrement souffert de la pandémie de Covid-19 qui continue plus d'une année après son apparition à faire des victimes à travers le monde. Encore ces dernières 24 heures, la maladie a entraîné le décès de 2 personnes, selon le département de la santé qui a par ailleurs dénombré 36 nouveaux cas de contamination et 29 guérisons.
À Nouadhibou, la sensibilisation autour de la stratégie sécuritaire se poursuit, notamment au niveau de la famille scolaire. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, a dans ce cadre rencontré dans les locaux du lycée d'excellence les acteurs pédagogiques auxquels il a demandé d'accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à sécuriser la société. Mohamed Khatat. C'est dans le cadre du suivi de la stratégie sécuritaire mise en place au niveau de Nouadhibou qu'intervient cette réunion tenue ce matin par le wali de Dakhlet Nouadhibou, entouré du maire de la ville de Nouadhibou, des autorités sécuritaires, avec les staffs éducatifs et les fédérations régionales des parents des élèves du lycée de l'excellence. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a insisté sur l'impérieuse nécessité de la conjugaison des efforts de tous pour lutter contre les comportements préjudiciables, notamment en milieu scolaire. Nouadhibou est une ville populeuse, a-t-il dit, dont la superficie est limitée et partant, le travail que nous comptons y faire n'est pas impossible. Mais il demande à ce que nous conjuguons tous nos efforts. Ce ne sont pas seulement les hommes de sécurité ni les administratifs qui peuvent le réussir seuls. Ils peuvent en faire une grande partie, mais il y a un côté de ce système sécuritaire où tous les gens doivent être impliqués. Nous faisons appel aux 3 établissements, les 2 lycées et le collège, et nous nous réunissons avec leur staff d'encadrement et les parents d'élèves pour voir la situation des élèves quand ils sont dans l'école, car beaucoup de ce qui arrive touche la frange des 8-20 ans. C'est l'âge pendant lequel les jeunes font leur scolarité. Nous voulons qu'ils puissent passer ce temps à étudier et que cela ne soit pas une raison pour leur perdition. De son côté, le maire de Nouadhibou, M. Qassim Belali, a insisté sur la réussite de ce plan, affirmant qu'en tant que maire, dit-il, nous pouvons vous assurer que nous accompagnons cette volonté des pouvoirs publics, que nous ferons tout pour la réussite de cette stratégie et que nous sommes à votre écoute pour les campagnes de sensibilisation. Les interventions des staffs d'encadrement éducatif et des fédérations des parents d'élèves ont versé dans le même sens, exprimant leur disponibilité à contribuer à la réussite de ce plan sécuritaire en milieu scolaire et familial. Restons à Nouadhibou, où séjournent actuellement les membres de la 37e promotion d'élèves officiers de l'école militaire interarmée d'Attar, EMIA. Ils ont visité le siège de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, ainsi que les établissements qui lui sont rattachés. Bokar Baylaba. La délégation des élèves officiers d'active a d'abord visité l'établissement du port de la baie du Repos, où il a suivi des explications de son directeur général, Mohamed Val Youssef, sur la situation de l'établissement, ses missions et son rôle vital dans le développement de la ville et la promotion de la pêche artisanale, secteur vital et levier essentiel du département des pêches et de l'économie maritime. Mohamed Val Youssef a par la suite déclaré que l'établissement a fait récemment l'objet des réformes qui ont influé positivement sur la qualité des services dispensés aux usagers et le rendement de cette structure fréquentée quotidiennement par 30 à 40 000 employés évoluant dans les différentes professions liées à la pêche artisanale et continentale. La délégation a également visité le siège de l'autorité de la zone franche. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le secrétaire général de l'autorité de la zone franche, Sidi Mouloud Ibrahim Hamdat, a présenté un exposé sur les caractéristiques de la zone, le cadre institutionnel et opérationnel, les missions qui lui sont assignées, le guichet unique, les infrastructures de soutien, la coopération, le partenariat, la croissance des entrées et les défis à relever. Cet exposé a également mis en exergue le volume et l'impact des recettes fiscales et douanières et le chiffre d'affaires de 2 ports. A noter que la promotion des élèves officiers d'active était accompagnée au cours de ces déplacements par le commandant de la première région militaire, le général Zaïd Mbarek El-Khair. Dans le chef-lieu de Barkéo, une mission de la délégation générale Tarazoul est à l'œuvre pour remettre les cartes d'assurance maladie à leurs bénéficiaires. Jia Jelkani. La solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour poursuit l'opération de distribution des cartes d'assurance maladie et ceci depuis quelques jours au niveau de la Mokata de Barkéo au profit des familles défavorisées. Cette opération est effectuée à l'aide d'un programme spécifique conforme aux données de la carte d'identification nationale
ou de la carte de Tekaful. À cette occasion, les responsables de l'opération de distribution de cartes d'assurance maladie à Barkéol, M. Mohamed Ouljirvoun, a indiqué qu'ils ont distribué plus de 500 cartes aux localités voisines de la commune. Il a souligné que l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions et qu'ils ont effectué du porte-à-porte pour faciliter cette distribution. De son côté, le superviseur du cash transfert de Ta'azur à Barkéol, M. Abderrahman Fab, a précisé que les bénéficiaires sont au nombre de 4 476 citoyens. Cette gratuité de services médicaux permettra aux citoyens sur l'ensemble du territoire national d'accéder au traitement. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à ce geste généreux qui améliorera leurs conditions de vie. Les élus de la Moukata ont mis l'accent sur l'importance de cette initiative, première du genre dans le pays. La mission de Ta'azur poursuit l'opération de distribution de cartes d'assurance maladie au niveau de la wilaya de la Saba et plus précisément au niveau des Moukata de Barkéol et de Kankossa. Cette initiative entre dans le cadre de la promotion d'un développement intégré permettant l'inclusion socio-économique de ces populations vulnérables et l'amélioration de leurs conditions de vie. Des heureux élus, il y en avait aussi à Arquise parmi la nouvelle promotion des élèves ayant capitalisé le Saint-Coran. Les membres de cette promotion sont issus des différentes localités relevant de la Moukata de Arquise. Abdullah Damaba. Cette cérémonie consacre la sortie de la promotion de 124 apprenants qui ont mémorisé le Saint-Coran. Ces derniers résident au niveau de la Moukata d'Arquise. Ces apprenants sont issus de l'Institut Warsh de cette localité. Ils ont reçu tour à tour leur diplôme et attestation des mains des autorités sur les lieux. Le Hakem Moussaïd de la Moukata d'Arquise, Elioul Ahmed Salem, a exprimé la satisfaction des autorités administratives de cette Moukata pour cette prouesse. Il a par ailleurs mis en avant l'importance et la place qu'occupe le livre saint en Mauritanie. Le maire d'Arquise, Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua, a remercié les responsables de cet institut pour la formation et l'encadrement de ses apprenants. Quant au directeur général de l'Institut Warsh, il a évoqué l'objectif de cette structure qui, dit-il, est de répandre l'enseignement du Coran sur toute l'étendue du territoire national. Cet institut, souligne-t-il, est présent dans 100 contrées du pays et a pu former environ 500 élèves issus des couches démunies de la société. Direction la wilaya du Houd al-Sharqi, précisément dans la localité de Lakhrish, où les travaux d'édification du pont devant désenclaver 3 Moukata durant l'hivernage se poursuivent. Et là, Abdallah nous explique. Dans la localité dénommée Ummat al-Karish, les travaux de construction du pont se poursuivent à un rythme accéléré. Ce pont, construit conjointement par la Société des Travaux Publics et le Génie Militaire, va relier les Moukata'a de Basseknou et d'Amouj à la capitale régionale de la wilaya du Houd al-Sharqi, Nema. Le pont a pour objectif de désenclaver la région, particulièrement durant la saison pluviale. Une région qui a longtemps souffert du manque d'ouvrages de ce genre. Les habitants de la région louent la mise en œuvre de ce projet qui facilitera le transport entre les localités durant la période des pluies. Ils disent que sans ce pont, la zone est quasi totalement enclavée. Ils demandent également l'accélération de la construction du pont avant l'arrivée de la saison des pluies. Le pont en cours de construction a offert de nombreuses opportunités d'emploi pour les habitants locaux, comme c'est le cas de cet ouvrier qui était en chômage avant le démarrage du projet. L'achèvement des travaux de ce pont devrait mettre un terme aux tracas et désagréments causés par l'enclavement inhérent aux inondations pluviales. C'est un reportage signé plutôt Fatimetou Moulay Zeyna. Nous clôturons ce journal par cette visioconférence sur les énergies renouvelables dans les pays arabes, organisée par l'organisation arabe du même nom. Notre pays a pris part à travers la Société mauritanienne pour les énergies renouvelables qui a édifié les participants sur les perspectives prometteuses des énergies renouvelables en Mauritanie. Amina Khalil. La réalité des énergies renouvelables dans les pays arabes dans un contexte marqué par la Covid-19. C'est le thème d'un atelier organisé à distance par la Commission arabe des énergies renouvelables. En marge de cette réunion, l'initiative du président de la République visant à développer la centrale de production de l'hydrogène vert était fortement présente au niveau des travaux de ce colloque. Surtout que notre pays compte exporter de l'hydrogène vert et ses dérives aux marchés internationaux.
Lors de cet atelier, le président de l'Association mauritanienne des énergies renouvelables, M. Dahoul Ibrahim, a expliqué que la Mauritanie jouit d'un privilège naturel lui permettant de jouer un rôle important et de se placer à la tête des pays producteurs des énergies renouvelables. Les sources naturelles qu'a la Mauritanie, poursuit Ibrahim, sont un soleil brillant pendant quasiment tous les jours de l'année, un vent modéré ou fort, surtout dans les zones côtières, et l'existence de sources d'eau renouvelables. Il a ajouté que l'accord signé entre notre pays et la société américaine CWP visant à construire une centrale d'hydrogène vert était une décision patriote par excellence, une décision qui accordera à notre pays un changement réel dans la production de l'électricité et par conséquent sur le plan économique et développemental. Enfin, M. Dahoul Ibrahim a affirmé que ce genre de macro-projet contribuera au renforcement de la valeur ajoutée locale et à la création de nouveaux secteurs économiques. Une large participation arabe qui a mis la lumière sur les défis que rencontre l'avenir des énergies renouvelables dans les pays arabes. Les participants ont exprimé l'importance de recourir à l'expertise arabe dans ce domaine et de rentabiliser l'excédent d'énergie afin d'assurer l'approvisionnement en énergie renouvelable à tous les pays du monde arabe. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Retour sur les titres à la une. La première dame donne à Kaïdi le coup d'envoi de la deuxième phase du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel pour les 4 prochaines années. L'Assemblée nationale entend la réponse de la ministre de l'Environnement et du Développement durable suite à une question orale sur les réalités de l'environnement dans le pays. Et le ministre de la Culture s'informe à Kaïdi sur le fonctionnement de certains services régionaux relevant de son département. Merci, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bonsoir.